Alors, on va avoir affaire maintenant à un homme de terrain qui passe beaucoup de temps à Lampedusa, qui s'est notamment intéressé, je le sais, par ton ancien professeur, M. Bibot, sur aussi les rituels, c'est ça, par rapport aux gens qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas de prénom, qui n'ont pas d'existence, qui ne sont que malheureusement des corps. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et j'ai trouvé ça assez passionnant. Je ne sais pas si tu vas nous en parler aujourd'hui, mais en tout cas, ça fait partie. Tu es anthropologue encore, toujours des anthropologues, c'est très bien. Et puis, tu es fellow de l'Institut de convergence migration de Paris, mais aussi des consultants pour le CICR à Paris, hein, et pour l'ONG Euromed Right. OK? Alors, Filippo Foury, je te passe le micro. Je te remercie d'être venu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, merci pour l'invitation et merci à tous ceux qui ont déjà parlé avant moi. C'est-à-dire que ça m'a, comment dire, ça pose un problème et un avantage. Le problème, c'est que j'ai réaménagé un peu mes slides et tout ça pendant que je vous ai. Et entre-temps, l'avantage, c'est que vous avez déjà dit une bonne partie des choses que je voulais dire. Donc ça, on les dit à chaque fois, mais quand on est le dernier, on peut les dire de façon assurée. Voilà, donc merci pour ça. Donc effectivement, Nago, merci de m'avoir introduit. Je me positionne parce que par rapport à ce que je vais vous dire, ma position est assez, comment dire, spécifique, c'est-à-dire que je me trouve dans une situation d'analyste, chercheur, et aussi de consultant pour une organisation humanitaire. Donc j'assume un peu la contradiction, la double casquette ou les plusieurs casquettes. Donc moi j'ai commencé mes recherches sur les villes-refuges, donc la dimension de l'accueil local, en Italie, en France, etc. Je fais partie d'un réseau qui s'appelle Migra Europe, qui est un réseau de chercheurs et d'associations euro-africaine qui s'occupe d'analyser les politiques européennes en matière de migration, une analyse critique, notamment via la carto. Je vais utiliser pas mal de cartes de Migra-Europe. Je fais partie d'une coalition par Migra-Europe qui s'appelle Boat for People, par laquelle j'ai commencé à travailler sur la question des missing migrants, des personnes disparues en migration. À cause de ça, je suis devenu consultant pour l'unité forensique, donc de médecine légale du CICR à Paris. Et depuis, je collabore beaucoup avec les associations et les organisations de la société civile en Europe et au Maghreb, mais même en Afrique subsaharienne, qui s'occupent de cette question. Donc on fait un travail, de renforcement des capacités, de support des familles et de soutien des parcours d'identification des victimes de migration, des personnes qui décèdent en migration. Voilà. Donc, ce que je vais vous dire, c'est par rapport à ce qui a déjà été dit, donc je vais essayer d'aller un peu vite, mais pas trop. Mais je vais utiliser par contre pas mal de cartes, donc ça va peut-être réanimer un peu la salle. Donc, je voulais faire un petit point sur l'humanitaire parce que j'ai commencé à travailler sur cette double dynamique humanitaire, militaire, donc sécuritaire humanitaire. Disons militaire humanitaire pour ce qui était de l'extérieur vis-à-vis des pays européens notamment, mais après sécuritaire humanitaire pour ce qui est de l'intérieur, de la gestion des frontières. Donc je vais y arriver, mais je vais essayer d'y arriver via des exemples que je vais vous donner. La deuxième partie, ça va toucher la question de l'externalisation. On en a plus ou moins parlé, donc qu'est-ce que c'est, et disons dans ces trois niveaux, donc externalisation, le deuxième, la gestion interne de la migration, qui vient d'être très bien expliqué aujourd'hui, donc je ne vais pas en dire beaucoup. Et la troisième, ce qui est la gestion de la frontière, et notamment la frontière de la Méditerranée centrale. Quel est les rôles, donc c'est vraiment pour ouvrir une discussion, des acteurs humanitaires, dits humanitaires, qui est sur une ligne rouge, disons, entre la collaboration avec des acteurs étatiques ou une position qui est celle de donc une collaboration dans une dimension de sécurité,
filtrage, du tri, etc. Ou sinon une position de, résistance, quand on s'aligne à des positions qui sont celles de la solidarité, par exemple. Et on reviendra, je pense, sous la table ronde tout à l'heure. Je vais terminer avec la question des effets. Et donc, je vais revenir sur le travail que je fais, qui est celui de travail sur les personnes disparues et les personnes non identifiées et à identifier qui décèdent en Méditerranée. Voilà. Et donc, pour aller assez rapidement sur ce qui a été dit sur l'humanitaire et l'histoire de l'humanitaire, on sait qu'il y a pas mal de recherches qui remontent à au moins une vingtaine d'années, qui traitent de l'imbrication entre le dispositif militaire et les dispositifs humanitaires, notamment, je pense aux travaux qui ont été faits en Afghanistan, etc. Et donc cette dimension de l'humanitaire étatique, donc l'humanitaire qui s'accroche et qui devient un soutien d'un dispositif militaire qui se met en place. Ce qui était très intéressant, ce que tu disais tout à l'heure, Alice, c'est du coup la difficulté de percevoir, de décrypter l'humanitaire dans un dispositif qui est un peu hybride. Sur le terrain, des fois, on prend les humanitaires pour des personnes qui font partie du dispositif, plus de coopération, etc. La pérennisation du dispositif humanitaire a déjà été évoquée, donc je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant à prendre en compte. La pérennisation, on parlait tout à l'heure, l'humanitaire est conçu, moi, ma connaissance, mon idée de l'humanitaire, c'est quelque chose qui est censé intervenir dans une situation spécifique, temporellement limitée de crise. Alors que la prolongation des dispositifs humanitaires, c'est une contradiction, mais vous l'avez déjà mis en évidence, produit un contresens, produit un paradoxe, si vous voulez. Là, l'humanitaire intervient, et ça c'est un travail qui a fait Michel Ager quand il a publié son bouquin qui s'appelle Un monde des camps, qui montre aussi comme l'humanitaire intervient pour fixer les personnes en mobilité, les personnes en migration. C'est-à-dire que la création des camps, c'est quelque chose qui empêche les personnes les fixe dans un camp. Alice en a parlé très bien, et empêche la possibilité de se déplacer. Alors c'est clair que la mobilité, alors tous les discours qu'on fait sur l'Union européenne, l'invasion, etc., sont à relativiser, c'est-à-dire qu'on sait plutôt bien que la plupart de la mobilité est sud-sud et pas sud-nord, donc c'est un peu un leurre ce qu'on nous dit, l'invasion, les gens viennent tous ici, etc., ce n'est pas vrai. Et c'est vrai aussi que le camp, donc la prolifération des camps, notamment c'est autour des zones de conflit, donc c'est quelque chose qu'il faut qu'on dise. C'est un peu une projection européenne, notamment, de dire que toutes les personnes qui partent de leur pays, que ce soit des réfugiés potentiels ou des migrants économiques, viennent en Europe. C'est faux, donc il faut quand même essayer de relativiser tout ça. Donc, pour ce qui est de la dimension de l'humanitaire, c'est intéressant de voir comment il y a cette imbrication de la politique étrangère, disons européenne, nationale, et de l'activité de ce qu'on peut définir un support humanitaire qui soutient cette dynamique. Aide humanitaire, aide au développement, c'est des choses que des fois on mélange, mais c'est des choses qui se regroupent. Moi, je pense par exemple à toute l'idée du pacte européen et du Global Compact for Migration, tout cet investissement sur la dimension externe du contrôle de la migration, ça se superpose et ça se relie à la dimension du contrôle humanitaire et de l'utilisation de l'humanitaire pour contrôler la migration. Avec Migralop, vous l'avez cité tout à l'heure, la question des accords des réadmissions. Avec Migralop, on a fait tout un travail sur comment avec cette soft law, donc avec des formes assez, et notamment en glissant des accords de gestion de la migration à l'intérieur des accords bilatéraux de développement, était un peu le préambule de la logique d'externalisation que l'Union européenne va appliquer à fur et à mesure pendant les années à venir. Et ce qu'on voit explicité, disons, dans les pactes européens et dans tout ce qu'ils mettent en place aujourd'hui. C'est-à-dire, on construit, on vous aide,
On vous aide parce qu'il y a une crise humanitaire, on vous aide parce qu'il y a une situation économique, etc. On vous aide dans le parcours de développement, mais en échange, on vous demande carrément de vous positionner sur quelque chose qui nous est à cœur, c'est-à-dire le contrôle de la migration. Vous devez vous engager à arrêter la migration pour nous. Ce qui est intéressant, c'est que ça produit en effet des niveaux différents, un cercle concentrique de contrôle. C'est-à-dire que, par exemple, à la Tunisie, on a proposé des accords qui, on l'a appelé des accords d'aide conditionnée. Des aides conditionnées, c'est-à-dire, moi, je vais donner des avantages à vos ressortissants pour accéder au visa de travail, visa d'études en Europe, à condition que vous, pays frontaliers du voisinage sud, vous vous engagez dans le contrôle de la migration pour nous. Ça va dans une idée de contrôle de la migration et de contrôle et d'externalisation du coup du contrôle et de l'externalisation aussi de l'asile, parce que ça, c'est un peu l'étape suivante qu'on va voir. Bon, ça, vite fait, c'était quelque chose par rapport à l'investissement de l'Union européenne sur l'aide humanitaire. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, que des collègues ont étudié, c'est les fonds fiduciaires de l'Europe pour l'Afrique, qui montre comment l'Union européenne, avec cet instrument économique, a investi le continent africain pour essayer de mettre en place des dispositifs, ce que je viens de dire, c'est à différents titres, à différentes façons de négocier différemment, mais je veux dire qu'il y a un soutien économique qui est conditionné à certaines conditions, notamment des conditions qui vont dans le sens de ce qu'on a écrit déjà dans les Global Compact for Migration 2018, dans le pacte européen, c'est-à-dire on externalise, on doit déplacer en dehors de l'Union européenne le contrôle. Et ce qui a été dit aujourd'hui, désolé, j'utilise des cartes de l'Atlas de Migr'Europe qu'on a publié en 2019. On en a publié un autre qui a comme objet la liberté de circulation qui vient de sortir l'année passée, mais j'ai utilisé ces cartes parce que, à la fois parce qu'on parlait de la crise migratoire, dont je voulais me référer plutôt à 2015-2016, donc les cartes qu'on utilise, c'est des cartes qui remontent à cette époque-là. Ça, c'est l'extension. Disons, quand on pense à la frontière, on pense à Frontex, Agence du contrôle des frontières européennes. On s'est dit, ils vont travailler que là où on a la frontière physique, disons. C'est pas vrai. Frontex a étendu son intervention et ses activités, etc. Et pas que Frontex, mais dans presque tous les pays du voisinage et au-delà. C'est-à-dire que l'investissement technique de formation des gardes-frontières, etc., s'étend bien au-delà de ce qui sont les frontières, géographiques de l'espace européen. Mais ça a déjà été dit, donc j'essaie d'y aller assez rapidement. Ça, c'est une carte qu'on utilise beaucoup, mais c'est quelque chose qui explique un peu la tension et où est-ce qu'on va construire le mur et pourquoi les morts à la frontière se retrouvent. C'est parce qu'il y a une tension assez explicite entre des endroits plus riches qui essayent de se barricader, grosso modo, pour maintenir des conditions de vie et d'existence, disons, privilégiées face à tout un monde qui pourrait être conçu, qui pourrait être quelqu'un qui voudrait aspirer à nos mêmes conditions de vie. Donc ça, c'est une carte qu'on utilise beaucoup, notamment pour montrer l'inégalité qui se rabat sur la question de l'inégalité de la mobilité, c'est-à-dire la possibilité de bouger dans des pays avec des visas ou avec des passeports qui vous permettent de bouger, et quels sont les pays auxquels vous pouvez accéder avec certains visas et pas. Okay, donc, quelle est la mobilité en fonction de là où vous vous trouvez et du pays d'où vous êtes. Ça, c'est quelque chose qui a été mentionné. C'est un peu un travail qu'on fait souvent avec Migr'Europe et qu'on essaie de mettre à jour. Ça, c'est ce qu'on appelle la carte de camp. Et ça montre, on parlait tout à l'heure de la rétention aux détentions administratives. Ça, c'est la prolifération des camps que l'Union européenne a mis en place à son intérieur, à ses frontières et à l'extérieur, pour justement endiguer, contrôler la mobilité des personnes à travers cet instrument qui est la rétention administrative. C'est-à-dire, vous êtes irrégulier sur le territoire, vous tombez en rétention.
pour être expulsés, etc. Donc c'est quelque chose que, même au niveau juridique, pose beaucoup de problèmes. Et c'est un travail, bon là on est en train de mettre à jour cette carte, mais c'est une carte qu'on utilise énormément pour essayer d'expliquer à la fois la dimension de la rétention, le problème de la rétention administrative et la question de l'externalisation. Donc on passe à la question de l'externalisation. Si vous voulez, on ne va pas rentrer surtout dans les détails de tous les processus des Rabat, les processus des Khartoum, donc tout ce que l'Union européenne a mis en place à fur et à mesure pour renforcer cette logique d'externalisation. Mais c'est clair que la logique, c'est de renforcer de fur et à mesure les pays du voisinage pour leur permettre pour leur faire entre guillemets, les sales travail. Cette idée du sale travail, désolé, je suis un peu explicite, c'est importante, c'est-à-dire que le fait qu'on donne à la Turquie, on donne à la Libye, on donne à je sais pas, au Niger par exemple, les moyens économiques et les moyens techniques d'indiguer la migration, de bloquer la migration, même de façon musclée, disons, sachant que ce pays ne se suit pas trop de la question des droits de l'homme, du respect des droits de l'homme, c'est-à-dire de externaliser aussi, on externalise un peu la violation des droits, c'est-à-dire on délègue à ces pays la responsabilité de débloquer la migration, tout en faisant recours à des instruments qui ne sont pas forcément ceux que nous-mêmes, Union européenne, on défend. On ne veut pas, nous, être ceux qui violent les droits de l'homme, etc., etc., mais on ne se pose aucun problème à fournir des aides techniques et armées, même, des pays qui peuvent le faire. Par rapport au spectre de l'invasion, ça c'est une carte qu'on utilise de façon pédagogique, disons. Un grand, c'est la carte du parcours d'une personne, d'un individu migrant qui s'est trouvé dans une trajectoire hyper complexe, de longue durée, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt la flèche rouge là-haut, les deux flèches rouges. C'est une carte produite par Frontex qui vous dit la migration, c'est ça. Quand le discours public, donc là on revient sur les questions de médias, c'est ça, c'est-à-dire qu'on justifie que la migration soit un problème. Depuis une bonne vingtaine d'années, en Italie, mais un peu partout, les nouvelles lois, etc., c'est toujours immigration et sécurité, sécurité et immigration. La migration est connectée à la sécurité. Et parce que la menace terroriste, et parce que la menace Covid, et parce que c'est-à-dire que le contrôle des frontières, c'est un argument sécuritaire. Et donc le migrant, c'est un danger. Cette flèche rouge nous dit, attention, moi si je suis ma mère, par exemple, à la télé, et je vois ça, je me dis, oh, je suis subjugué un peu par cette image menaçante. Or, ça, c'était un travail qu'on a fait de démontage un peu de la rhétorique européenne vis-à-vis de la capacité, de la volonté d'accueillir des personnes exilées. Alors, évidemment, Ukraine, considérez qu'on parle de 2016, donc c'est des vieilles cartes, mais c'était intéressant de voir ce que c'était avant la crise en Ukraine. Ben, la proportion, c'est le vert, c'est les demandeurs d'asile, les réfugiés, les personnes déplacées, etc., face à l'ensemble de la population du pays. D'accord ? Donc les Liban, la proportion, c'est 1 million sur 6 millions. L'Ukraine était de presque 2 millions sur 45 millions, etc. L'Union européenne, donc les 28 États membres à l'époque, avait environ 3,6 réfugiés, migrants, etc., sur une population totale de 525 millions et 5. L'argument qu'on a utilisé pour justifier le fait qu'on peut, on a utilisé un peu, on a repris des citations, je pense que vous pouvez reconnaître, pas besoin de rentrer dans les détails de qui sont ces personnes, mais nous ne pouvons pas accueillir plus de réfugiés, l'Europe ne peut pas accueillir tout le monde, toute la misère du monde, il y a cette déclinaison d'affirmation qu'on a entendue. Et ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est la crise des migrants en Europe compromet la survie de l'espace Schengen. Donc ça, c'était un peu l'image Donc on a essayé de déconstruire ce discours à travers le recours aux chiffres. Ça, c'est une autre question sur la rhétorique de qu'est-ce qui se passe en Europe et ce qui se passe en dehors de l'Europe. C'est-à-dire que la première partie, la partie de gauche,
c'est ce qu'on voyait dans les médias. Ce qu'on voyait dans les médias pour qu'ils nous disaient que les pays européens, notamment l'Allemagne, la Suède, etc., étaient des pays qui s'engageaient énormément dans l'accueil des réfugiés syriens. Et nous, on a utilisé la même graphique, suivant la même logique, et on a utilisé les mêmes proportions pour montrer où étaient vraiment les réfugiés syriens à l'époque. C'est pour déconstruire aussi cette narration de nous, on accueille les réfugiés, nous, c'est un pays, nous sommes un pays qui défend le droit, donc on reçoit. Ça, c'était une comparaison pour essayer de mettre un double plan, ce qui se passait à l'intérieur de l'Union européenne, à l'extérieur de l'Union européenne. Et voilà. Donc. Et ça, on revient un peu sur... Ça, c'est un cartographe qui collabore avec Migreurope, qui s'appelle Philippe Rekakiewicz. C'est un travail assez vieux, mais je l'ai trouvé assez intéressant et assez parlant comme forme graphique, disons. C'est-à-dire, c'est une comparaison entre la série de règlements, de normatives, des, disons, lois, etc., qui ont été promulguées et qui restreint la mobilité des personnes et qui restreint, disons, l'accès à des moyens de mobilité réguliers, etc., et l'augmentation des morts, tout simplement. C'est-à-dire, on va essayer de rapprocher le fait que, ce qu'on venait de dire, ce qu'on a dit à plusieurs reprises aujourd'hui, créer des conditions d'entrée plus difficiles dans les territoires, limiter la mobilité des personnes et entraver la possibilité, leur empêcher d'accéder à une mobilité régulière, ne va pas les bloquer, mais va tout simplement les mettre dans une condition de mobilité beaucoup plus dangereuse. Le problème, c'est que cet entonnoir, on l'appelle entonnoir de la migration, mais ça s'empire. C'est-à-dire que le cercle, effectivement, les chiffres qui ont été cités, qui revenaient tout à l'heure, sont plus grands. C'est-à-dire que le nombre de victimes augmente. Donc c'est quelque chose qui continue à se serrer comme dynamique. Ok, bon, on a vu un peu la question de l'externalisation et qu'est-ce que c'est comment le dispositif humanitaire à l'extérieur s'adapte et collabore. On a cité l'UNHCR en Libye, on peut citer l'UNHCR en Égypte. Il y a des cas qui sont très problématiques de latitudes et de la possibilité. Je vais dire, nous, on a fait une manifestation à Zarzis pour commémorer les victimes de morts en mer, etc., avec les mères des personnes disparues, des enfants, des jeunes tunisiens notamment disparus, et le représentant pour le Maghreb de l'UNHCR a dit il faudrait criminaliser ces mères parce que c'est elles qui mettent leurs enfants dans les bateaux, etc. Je veux dire, c'est quelqu'un de l'UNHCR qui dit ça. Je veux dire, si c'était un journaliste, un personnage d'extrême droite, on pourrait dire que c'est absurde, mais que quelqu'un de l'UNHCR puisse dire une chose pareille, ça nous a un peu mis surtout sous les bancs. Et donc, pour vous dire que la position des acteurs humanitaires en dehors de l'Union européenne, considérer la dynamique de gestion de l'externalisation, etc., de la politique d'externalisation, c'est très ambigu, c'est très compliqué. Et c'est très difficile pour un acteur humanitaire, disons, de prendre une position et de gérer sa position. Par exemple, les difficultés qu'un acteur comme MSF peut avoir pour garder ses positions en Libye, pour avoir accès au centre de rétention formelle en Libye, c'est très compliqué. Et ça implique une négociation entre l'État, cette dynamique d'externalisation, et de l'autre côté, les pays qui sont plus ou moins des pays souverains. Tu le disais très bien, Alice, il y a aussi cette question de légitimité des États qui peuvent dire non, nous, on ne veut pas de vous, quoi. Je ne vais pas rentrer sur la question de la gestion en interne, mais c'est évident, ça a été mentionné tout à l'heure. Là, je veux juste vous dire une chose par rapport à la gestion interne. Après, on va sous la frontière, mais la dimension interne. Un étudiant de master à Sienne, c'est un master sur humanitaire et intervention humanitaire, me disait et nous a proposé de faire une recherche sur la présence et l'activité des acteurs humanitaires sur le territoire européen.
Et on s'est rendu compte, en travaillant avec lui, que la prolifération, les acteurs qui normalement travaillaient en dehors ou à la frontière, parce que c'était les lieux des crises, c'est les lieux où il fallait intervenir, se sont engagés sur les territoires européens. Emergency, MSF, Médecins du Monde, Save the Children, etc., travaillent à l'intérieur du territoire européen. Ça pose problème. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc ça, c'est quelque chose qui nous a interpellés. Et c'est quelque chose qui traduit une dynamique, une tendance que c'est cette, convergence, coalition entre acteurs de la société civile, acteurs de l'humanitaire, privé, et des autres acteurs qui peuvent être, par exemple, les municipalités, qui ont créé, justement à partir de 2015, un front plus ou moins commun pour s'opposer aux politiques nationales qui sont des politiques d'inhospitalité, etc. Donc c'est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces cadres, il y a eu la création d'une coopération, d'un projet, d'une plateforme qui s'appelle From the Sea to the City, qui a justement mis en relation, à travers la notion de port sûr et des ports accueillants, les ONG qui opéraient en Méditerranée et une bonne partie des ONG qui opéraient en Méditerranée et des villes qui ont décidé de mener une politique accueillante en déclarant qu'elles veulent accueillir les personnes, etc. Donc c'est quelque chose, c'est une alliance qui a déplacé aussi la possibilité d'action de l'acteur humanitaire. C'est les deux extrêmes, donc à l'extérieur et à l'intérieur. Évidemment, le problème clé, c'est la frontière. Et sur ça, je vais vers la fin de l'intervention, qui est un peu la plus compliquée. Et je vais sur Lampedusa. Lampedusa, j'y passerai assez rapidement. Lampedusa, c'est là. Ça, c'est une vieille représentation de Search and Rescue Zone italienne de Malte, mais en 2016. Okay. C'est-à-dire que ça nous trace ce qui était la Méditerranée avant cette crise de la migration. Pourquoi ? Parce que même dans la frontière, dans l'espace frontière, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui a changé. Tout à l'heure, je ne l'ai pas cité, mais quelqu'un qui a permis à Migreurope et à d'autres acteurs de travailler sur la notion d'externalisation, c'est un chercheur qui s'appelle Paolo Cuttitta, qui a travaillé sur les États-Unis et sur la frontière aux États-Unis. Et ce qu'il disait, c'est que la frontière n'est pas une ligne, 2007, n'est pas une ligne, mais c'est quelque chose qui évolue. Et donc, il y a une introflexion, et je ne sais pas si c'est un mot français, et extroflexion, c'est-à-dire la frontière a un volume, a une surface qui s'étend et se replie en fonction de la volonté et des besoins. Et donc, il y a cette dimension de la frontière qui se modifie. C'est quelque chose d'important parce que dans la mer, c'est un peu compliqué de voir qui fait quoi où. La Search Zone, ça nous dit assez bien, ça nous représente assez bien cette évolution. Alors ça, c'est Lampedusa pour les touristes. Parce que Lampedusa, c'est pas... Alors Lampedusa, moi j'étais l'année passée au mois d'août, et il y avait 25 000 touristes. Ce que je veux dire, c'est que Lampedusa a deux images. Il y a une image de Lampedusa qui est une image touristique qui fait sa vie sans aucun problème. Et une image qu'on mobilise, et ça c'est la dimension médiatisable de Lampedusa, on montre quand on veut afficher. Quand on a besoin de montrer Lampedusa, le centre est plein, quand on a besoin de montrer Lampedusa, etc. Mais Lampedusa, tout le reste de l'année, pas le reste de l'année, mais de mai à octobre, c'est un endroit magnifique, avec des plages magnifiques, avec des tortues, avec des dauphins, c'est magnifique, mais on ne le dit pas, parce que Lampedusa est devenue, comme Lesbos par exemple, le lieu de frontières, etc. Alors c'est vrai qu'il y a toute une histoire très importante à souligner, mais il faut quand même relativiser essayer de voir cet usage de la lumière sur la frontière qu'on met ou qu'on enlève en fonction de ce qui nous intéresse. Parce que les trois lieux que vous voyez de Lampedusa, quand vous voyez les médias, c'est ça. Ça, c'est le Molo Favarolo, c'est-à-dire c'est la zone de débarquement où se met en place le dispositif le pré-hotspot, le dispositif de premier tri au débarquement. Après, c'est l'hotspot. Et après, ça c'est les cimetières, mais je reviendrai après sur les cimetières. Le débarquement, c'est quand je parle de dispositif humanitaire, c'est la mise en place sur le même
sur quelques mètres carrés d'une machine qui se déploie hyper rapidement et presque invisible. C'est-à-dire que si vous ne faites pas attention, moi j'avais des touristes qui regardent le port, qui n'y perçoivent pas, à part les clignotants bleus de la police, etc., qu'il y a un débarquement en cours, parce que ça se passe des nuits, parce qu'on ne le montre pas. Qu'est-ce qui se passe? Un bateau arrive, escorté par la garde-côte de la garde-finance, il accoste, donc il est obligé d'arriver au quai, et c'est sur le Molo Favarolo que les opérations de premier tri se mettent en place. Et là, il y a tous les dispositifs sécuritaires humanitaires s'agglutinent et se mettent à l'œuvre. Vous avez la police, vous avez Save the Children, vous avez UNHCR, vous avez l'IOM, vous avez la EWA. EWA, c'est la nouvelle dénomination de l'EASO, c'est-à-dire que l'Organisation européenne pour l'asile, pour la gestion de l'asile. Vous avez la Frontex, vous avez la Croix-Rouge qui maintenant est la gestion de l'hotspot. Vous avez la police, vous avez l'USMAF qui est le service sanitaire à la frontière. Donc tous les acteurs sont là, presque invisibles, et les personnes sont sorties dans l'obscurité presque, ramenées dans le centre dans l'hotspot. Elles restent dans l'hotspot 1 ou 2 jours, et après, la Croix-Rouge les ramène à l'embarcadero, là où il y a le gros ferry pour Lampedusa, mais pour la Sicile, et ils partent. Personne ne les voit. Vous voyez que des ombres. Sauf que quand on veut mobiliser et on veut justifier, et là on rentre sur la question de Dublin, des négociations et du conflit entre les pays européens sur la mobilité, sur Dublin, sur les accords, disons sur ce qui était à la base de l'accord sur les hotspots. C'est-à-dire ce qu'on a dit tout à l'heure. L'hotspot prévoyait que les personnes arrivaient en Italie et en Grèce et après allaient être redéplacées, alors qu'on sait très bien que c'est un échec monumental. Et donc quand l'Italie veut faire de la pression, ce qu'elle fait, mais si on connaît un peu le jeu, on ne s'étonne pas trop, c'est qu'elle bloque les personnes sur l'hotspot. Elle crée une situation d'urgence pour pouvoir dire, regardez, c'est pas possible, vous ne nous aidez pas. Alors que la capacité de faire fluidifier et de déplacer les personnes est exactement la même un jour. Il n'y a pas des crises, il n'y a pas des crises plus que ça. Donc c'est des crises provoquées et c'est des crises médiatiques. Lampedusa, après je reviens en arrière, mais Lampedusa, c'est un endroit assez, Lampedusa, c'est rentré un peu dans les panorames médiatiques, pas que seulement en 2013 lors du naufrage, ce naufrage terrible que tout le monde connaît aujourd'hui, mais déjà quelques années auparavant, parce que Berlusconi, en 2017-8, avait déclaré qu'il avait lancé ce modèle Lampedusa. Qu'est-ce que c'était le modèle Lampedusa, selon lui, modèle Lampedusa? C'était ce qu'il avait mis en place, c'est des accords, si vous voulez, avec Gheddafi, et c'était pas plus, pas moins qu'un hotspot. Genre, Lampedusa était un hotspot, déjà. C'est-à-dire les gens arrivés à Lampedusa étaient triés de façon beaucoup moins officielle, beaucoup moins, concordée avec les pouvoirs européens. C'était une chose vraiment, on revient aux accords bilatéraux, et des personnes ont été carrément renvoyées en Libye, sous accord, avec des accords bilatéraux, et on a des personnes qui sont disparues. Donc je reviens sur la question des disparitions, parce qu'il y a des disparitions en mer, mais on a des cas de disparition que probablement on pourrait encadrer dans cette situation-là, c'est-à-dire des personnes subsahariennes ou des personnes tunisiennes, par exemple, qui seraient arrivées à Lampedusa à cette époque-là et qui ne seraient jamais arrivées en Italie, et on pourrait avoir été renvoyé de façon totalement illégale en Libye, renvoyé dans des camps que Gheddafi gérait dans le désert, et du coup être disparu à ce niveau-là. Donc il y a quand même cette dimension un peu
obscur de la gestion des frontières et de Lampedusa. Si on vient sur l'évolution de la frontière, de ce qui s'est passé par rapport à l'évolution de la Search and Rescue Zone et de l'engagement progressif des ONG en mer, et on en reparlera tout à l'heure, on peut mentionner un certain nombre de choses qui ont été mises en place. Certaines, je vais les oublier, je les ai oubliées peut-être, mais on pourra les rajouter à tout à l'heure. Si vous voulez, si on regarde l'évolution des dispositifs de contrôle et de gestion de la migration en Méditerranée centrale, disons que moi la barre je la mettrais en 2013. En 2013, après le naufrage de Lampedusa, le gouvernement italien décide de mettre en place une opération qui s'appelle Mare Nostrum, qui est une opération de Search and Rescue. Moi, c'était la première fois de ma vie, bon, j'étais un peu jeune avant, que j'entends le mot Search and Rescue. Recherche et sauvetage. SAR. Maintenant, tout le monde parle de SAR Zone, Search and Rescue. On met en place ça. Et on dit qu'on veut. Donc, il y a une dimension, une volonté affichée au moins de intervenir en mer, essayer de sauver les personnes en détresse. Chose qui, effectivement, arrive. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a énormément de bateaux des ONG, mais des bateaux, notamment des bateaux militaires, des bateaux qui interviennent et sauvent des gens et les débarquent en Italie. 2014, la mission se termine parce que l'Italie ne veut plus dépenser de l'argent à ce niveau-là, pas seule. Donc elle demande de l'aide de l'Union européenne. Il y a une négociation et finalement il y a l'opération Triton qui est mise en place de la part de l'Union européenne, qui est une mission où on voit déjà un petit glissement vers, disons, moins de search, rescue et un peu plus de sécurité. On contrôle un peu plus. Et entre-temps, en parallèle, le badge de Frontex commence à monter. Moi, je ne l'ai pas sous la main maintenant, mais si vous allez chercher le badge de Frontex à partir de 2011-2012 à aujourd'hui, vous voyez que ça monte en flèche. C'est exponentiel. L'augmentation du badge de Frontex et les glissements entre une dimension qui est celle de Search and Rescue à celle qui est prioritaire aujourd'hui, qui est celle de l'enforcement law. C'est-à-dire que les bateaux ne sont plus là. Les bateaux de garde-côte, etc., ou les drones qu'on utilise de plus en plus, ne sont plus là pour veiller à ce que les personnes ne meurent pas en mer, mais sont là pour contrôler les frontières. Le cas des Coutures du naufrage de mars dernier et du rôle de l'Union italien et de Frontex sur la Seine, c'est que à la fois Frontex et les Italiens avaient vu le bateau, avaient compris que le bateau était en difficulté, mais ça ne posait pas, les conditions n'étaient pas telles qu'une intervention de Search and Rescue se mette en place. Du coup, le bateau a coulé, près des côtes italiennes, mais tout en étant surveillé. Le bateau a été surveillé, suivi, et il a coulé parce que ce n'était pas un bateau en détresse, mais c'était un bateau qui continuait et du coup, c'était un bateau à surveiller pour des raisons sécuritaires et pas pour des raisons disons, humanitaires et de sauvetage en mer. D'accord ? Donc ça, c'est un des éléments. Je viens de le dire, il y a de moins en moins des bateaux en mer et il y a de plus en plus une surveillance aérienne. Un budget de plus en plus important pour le contrôle avec des drones. Ce qui veut dire qu'on voit, mais on n'intervient pas, on n'est pas sur place. Parce que être sur place implique une responsabilité. Parce que si vous n'en intervenez pas, vous êtes potentiellement coupable de non-intervention en cas, etc. Justement, cette image, c'est une capture d'écran d'un documentaire qui a été fait en 2011, sur un cas de 2011 de non-intervention et d'un bateau qui a été laissé dériver pendant 2 semaines. Le cas s'appelle Left to Die Boat et c'est des copains, d'ailleurs, un habite ici à Neuchâtel, qui font partie d'un projet qui s'appelle Oceanic
forensic océanographique qui est relié au forensic architecture en Angleterre. Mais bon, c'est une reconstruction de ce cas de non-intervention, non-soutien, non-support dont ces personnes ont été laissées dériver et la plupart des personnes est décédée. Ce cas a été ignoré pendant des années et maintenant, à la fois l'Italie et la France ont réouvert. Il y a eu une réouverture du cas, donc même du point de vue juridique, ce cas est resté. Même chose, le cas du naufrage du 11 octobre 2013. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu le gros naufrage du 3 octobre devant les côtes de Lampedusa, les Érythréens, etc. Et le 11, il y a eu un autre cas de naufrage, ce qu'on appelle le naufrage des enfants, parce qu'il y avait énormément d'enfants sur le bateau, énormément des Syriens sur le bateau, et c'était un cas pour lequel il y a eu un jugement prescription, mais il y a eu quand même on a avéré la responsabilité de la marine italienne et de la marine maltaise qui se sont envoyés la balle pendant 6 heures et qui ont décidé de ne pas intervenir jusqu'au moment où le bateau a coulé. Et ils ont sur la conscience 360 victimes. Bon, donc ça c'est quelque chose cette prise de distance, cette idée des drones et des contrôles aériens, c'est quelque chose qu'on considère, qu'on a vu s'évoluer. On a les codes de conduite pour les ONG, c'est quelque chose dont on va parler tout à l'heure probablement, déjà en 2017 et un durcissement en 2023, qui veut, de façon explicite, entraver. Bon, il y a quelqu'un du gouvernement italien, des Fratelli d'Italia, donc du gouvernement de Meloni, qui a dit « Nous, on pratique de la déterrence du sauvetage en mer ». On fait ouvertement une politique qui a comme finalité celle de arrêter le sauvetage en mer de la part des ONG. Okay. On fait de la politique de dissuasion de sauvetage en mer. Comment on l'a fait ? On l'a fait en éliminant ces acteurs de la mer, en leur mettant des conditions de plus en plus contraignantes d'intervention. On les oblige à débarquer pas en Sicile, pas à Lampedusa, mais à des centaines de kilomètres dans le nord d'Italie, en enlevant du terrain d'intervention pendant des semaines. On les bloque avec des actes de criminalisation administrative, l'usage de d'accusation de non-respect de normes administratives ou de gestion technique, etc., pour les arrêter, pour leur empêcher d'intervenir. Et on intervient aussi avec un dispositif qui est progressif. C'est-à-dire qu'on a vu en 2018, par exemple, la création de ce qu'on appelle la Search and Rescue, SAR Zone, libyenne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que jusqu'à là, les ONG, etc., pouvaient s'approcher des côtes italiennes, des côtes libyennes pour pouvoir intervenir plus tôt dans des cas de distress. Quand on met en place la Search and Rescue Zone et on donne de l'argent, on donne des moyens aux Libyens d'arrêter les bateaux plus tôt, les résultats, c'est que les moyens que les Libyens utilisent pour arrêter ces bateaux ne sont pas forcément conventionnels, ne sont pas forcément des interventions de search and rescue, et c'est des interventions un peu plus complexes, d'accord ? Et on crée une barrière, donc on crée une zone d'intervention qui est des compétences des Libyens et dans laquelle les ONG ne peuvent pas s'aventurer. Je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire des ONG qui se sont fait carrément tirer dessus par des miliciens libyens. Ok. Ça, c'est, et là, j'en vais vers la fin. Ça, c'est la question. Ça, c'est une carto des événements, des naufrages qu'on a répertoriés. Et c'est une vieille carte 2017, mais ça montre déjà comment la majorité des cas étaient vers le sud. Donc, le nombre de naufrages en proportion sont plus vers les côtes libyennes du sud que les côtes du nord. Ça, c'est une autre représentation qu'on appelait la boute rouge migratoire. C'est une augmentation qui correspond à cette
militarisation de la frontière, à ce contrôle de la frontière, à cette complication de la situation migratoire, et avec une augmentation des victimes exponentielle. Et ça, on en est à la Search and Rescue Zone aujourd'hui. Le gris, c'est ce qui n'existe pas encore, mais qui est sur la table, c'est-à-dire qu'il y a probablement une Search Zone tunisienne qui va être mise en place, qui va étendre la zone dans laquelle les bateaux ONG, etc., ne pourront pas intervenir, pour le dire de façon un peu explicite. Donc, alors là, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on pourra mentionner plus tard. Ça, c'était ça, c'est la flottille de la sécurité en mer. On va peut-être la mentionner plus tard. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le fait que les acteurs de sauvetage en mer soient de plus en plus entravés dans leurs opérations. Le fait que la surveillance soit aérienne et de moins en moins avec des assets maritimes. Le fait que les Libyennes arrivent à intercepter les bateaux pour récupérer à la fois les moteurs et les personnes qui après sont remis dans des camps et remis en vente, parce qu'il y a toute une histoire aussi des trafics qu'on pourrait approfondir, mais fait que la situation qu'on voit et qu'on a vue et qu'à un moment donné s'est modifiée, c'est qu'on a une augmentation de morts et des cas de décès en mer, mais qu'on a surtout une augmentation progressive de disparition. On n'a pas que des morts, mais on a des disparitions. C'est-à-dire que quand vous avez, dans une période, il y a un rapport du CICR qu'on a sorti en 2021 sur les chiffres entre 2014 et 2019 où les ONG étaient opérationnelles en mer, et on a pu recenser environ 3000 corps des personnes identifiées ou pas identifiées qui ont été enterrés en Italie. Au moment où les opérations des ONG ont été entravées, création de la Search and Rescue Zone, etc., en Libye, on a une diminution impressionnante des corps qui arrivent en Italie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de morts qui arrivent sur les côtes italiennes par rapport à ce qu'on a pu débarquer lorsque les ONG intervenaient en mer. C'est-à-dire qu'il y avait la capacité des ONG de récupérer les corps, donc qui favorisait les processus d'identification, etc. Quand on bloque l'action des ONG et quand on pousse les contrôles des frontières vers les côtes libyennes ou vers les côtes tunisiennes, on ne voit pas, on ne voit plus. Donc, si vous voulez, au début de février de cette année, un journal proche de la droite italienne félicitait les ministres des Affaires intérieures italiens Piantedosi, il est nouveau, et disait pour sa politique contre les ONG qui aurait réduit de la moitié les morts, et il disait ça en se référant aux chiffres que l'UNHCR, c'est lui qui est en Libye, etc., a mené. C'est-à-dire le mois de janvier 2023, l'UNHCR avait enregistré 49 cas de personnes mortes ou disparues. La question est comment l'UNHCR, l'AUM, compte les morts. Ils partent d'informations officielles ou des rapports que les gardes-côtes libyennes leur donnent. Merci. Or, pour la même période, pour la Tunisie, les acteurs de la société civile, d'où l'intérêt de travailler avec les acteurs de la société civile sur place et les ONG qui sont en mer, on a répertorié 416 personnes mortes ou disparues. C'est-à-dire que face aux 49 dont on parle et qui ont été utilisés par les gouvernements italiens comme démonstration de la capacité politique de contrôle des frontières italiens, mais la réalité c'est que les corps, les personnes sont disparues. Les personnes sont disparues. Et la confirmation de ça, c'est que le ministre des Affaires intérieures tunisien a dit que il y a quelques mois, que de janvier à juillet, sur les côtes tunisiennes, on a récupéré 900 corps. Ça veut dire que les corps qu'on n'a pas récupérés et on n'a pas ramenés en Europe, en Italie, ils sont tous arrivés en bas, dans des conditions beaucoup plus compliquées d'identification donc le nombre des cas d'identification a chuté évidemment parce que les conditions de récupération des corps étant beaucoup plus complexes, il y a beaucoup moins d'identification. Donc il y a
un effet réel sur l'incapacité, la difficulté d'arriver à donner une identité à ces personnes. Ça, c'est un travail qu'on a fait à Catania pour essayer de retrouver l'identité des personnes arrivées à Catania entre 2014 et 2018. On essaie de reconstituer toutes les informations que les acteurs récupéraient, parce qu'il y a ce travail de volonté de donner une identité aux personnes. Et ça, c'est un peu la narration, les chiffres qu'on avait, c'est-à-dire que, disons qu'en proportion, un quart des corps est récupéré et 3 quarts ne sont pas récupérés, pour les cas recensés. Et des corps identifiés, des corps récupérés, 1 quart est identifié. D'accord ? Sauf qu'à ça, on doit rajouter une partie qui est une partie encore plus sombre, c'est-à-dire les cas non enregistrés, dont personne ne sait, et c'est les 400 dont je vous parle. C'est-à-dire que si personne le sait, les seuls qui savent d'une disparition, c'est les proches, et pas les autorités. Donc ça, comme vous voyez, il y a des activistes qui s'engagent dans la recherche, dans le listing de personnes disparues pour pouvoir les associer à des cas de naufrage et pour pouvoir effectivement essayer de vérifier que les corps récupérés soient les corps des personnes, donc les identifier et éventuellement les rapatrier. Ça, c'est une base de données. On parlait de la prolifération des bases de données. Ça, c'est une base de données créée par la société civile tunisienne, notamment, pour essayer de rendre compte de ces disparitions. Et c'est tout. Ça, c'est le bateau que je vous ai montré au début, mais qui a été exposé à la Biennale de Venise, complètement vide. Et ça, c'est un des survivants du naufrage pour lequel il y a eu 700 morts à minimum, qui a été récupéré par la marine militaire italienne et qui a été objet d'un travail forensique de récupération des corps, etc. Il y a eu 26 survivants, et ces garçons-là n'ont jamais été entendus. On l'a interviewé, nous, 3 ans après, 4 ans après, alors que les autorités n'ont jamais interviewé les survivants par rapport à l'identité des personnes qui étaient à bord. Et du coup, lui, il m'a demandé est-ce qu'on peut aller voir l'épave, parce qu'un artiste suisse l'a exposé à la Biennale de Venise en l'appelant Barca Nostra. Ça fait pas mal d'effets médiatiques et critiques de la part de la société civile, parce que on a affiché un épave complètement vide, sans histoire, sans aucune contextualisation. Et du coup, ce garçon m'a demandé de se remettre à sa place. Et à un moment donné, il y avait des touristes qui ne comprenaient pas, qui disaient ça devrait être un bateau d'un naufrage. Et lui, il est allé le voir, il parlait français, il est allé le voir, lui c'est un Ivoirien, il leur a dit, vous savez, moi j'étais sur ce bateau-là. Et du coup, les personnes se sont tuées. Et je pense qu'elles ont remis en place quelques infos. Je m'arrête là et je pense qu'on pourra discuter des ONG en mer plus tard. Merci beaucoup.